Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Le Panthéon, monumentale construction due à l'architecte Jacques-Germain Soufflot, d'abord église Sainte-Geneviève pendant l'Ancien Régime, puis transformée en temple de la mémoire nationale à la Révolution, imprègne nos consciences de noms et d'images. Des philosophes ennemis, Rousseau et Voltaire, dont les tombeaux se font face, en passant par Victor Hugo et Marie Curie, jusqu'à la dernière entrée, Simone Veil, la patrie salue en les accueillant dans ce temple républicain le rôle éminent de ces femmes et ces hommes. Parmi eux, Jean Moulin, figure exemplaire de la résistance, incarne courage et engagement dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France. C'est précisément à Jean Moulin que l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation, longtemps collaboratrice de Daniel Cordier, a décidé de consacrer une biographie intitulée « Jean Moulin l'Affranchi », publiée aux éditions Flammarion. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité. Bénédicte Vergès-Chaignon, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en hauteur qui a la chance, une fois de plus, d'être accueilli dans un lieu extraordinaire puisque nous sommes au Panthéon. Nous vous recevons aujourd'hui pour une biographie sur Jean Moulin intitulée « Jean Moulin l'Affranchi » aux éditions Flammarion. Et comme je crois que vous avez regardé quelques numéros déjà de l'Essonne en hauteur, vous savez que nous avons une question rituelle en début d'émission qui prend un sens encore plus particulier concernant notre sujet, puisque nous faisons toujours réagir notre invité au lieu nous accueillant. Quel est votre sentiment, à vous, biographe de Jean Moulin, de tourner une émission sur Jean Moulin au Panthéon? C'est un grand plaisir. En réalité, j'ai découvert ce lieu par obligation pour le travail et ça a été une merveilleuse surprise. C'est un lieu que j'aime beaucoup et sur ces deux niveaux. C'est-à-dire j'aime bien le mystère du dédale de la crypte et j'aime bien les très vastes proportions de la nef et le fait qu'on y trouve tout le temps une inscription, un groupe monumental, une sculpture qui nous ramène à un moment de l'histoire, mais d'une façon assez désordonnée, ce qui lui donne un côté, au fond, voilà, très touchant et plein de surprises. Alors, du coup, le fait que nous tournions au Panthéon, qui est quand même un des lieux les plus sacrés de la République, et que je vous reçoive pour une biographie sur Jean Moulin, me met un peu mal à l'aise parce que, comme nous allons évoquer à la fois les qualités, le parcours, mais aussi les quelques défauts de Jean Moulin, c'est un homme quand même, et le fait qu'en même temps il soit un panthéonisé m'amène à m'interroger sur ce statut justement de panthéonisé. Est-ce que, vous qui êtes historienne, selon vous, quelqu'un de panthéonisé, c'est quelqu'un qui est comme un saint de la République? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sanctifié dans tout? Ah non, je n'utiliserai pas ce terme parce qu'il a une connotation religieuse et bien que le Panthéon soit une ancienne église, c'est vraiment la République et pour moi c'est la troisième République beaucoup, c'est-à-dire cette République qui est laïque, militante, même si elle est tolérante. Et d'ailleurs, dans la nef, c'est particulièrement cette troisième République que l'on ressent, que l'on vit, qui est celle d'ailleurs de Jean Moulin. Donc je dirais que ce sont vraiment plutôt ici des gens qui sont des emblèmes, des illustrations et pour un certain nombre d'entre eux, des héros, mais pas des saints. Alors, aujourd'hui, nous vous recevons donc pour une biographie et à l'intérieur même de votre livre, à un moment donné, vous faites la réflexion suivante que Jean Moulin n'a pas manqué d'avoir de nombreuses biographies lui étant consacrées.
déjà même dans sa famille, je crois que sa sœur lui a consacré une biographie, sa femme à un moment donné l'a évoqué. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous avez voulu, vous, faire passer de nouveau ou de particulier, pas forcément de nouveau, mais de particulier, sur le personnage de Jean Moulin? Pourquoi ce projet en gros? Oui, alors, comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai commencé ma carrière il y a presque 30 ans en travaillant avec Daniel Cordier à sa biographie monumentale de Jean Moulin. On rappelle vite par parenthèse que Daniel Cordier a été le secrétaire de Jean Moulin en 42-43. Et ce travail qui était très exhaustif était un travail vraiment centré sur la politique et sur la résistance des chefs. Et en même temps, à cette occasion, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui avaient connu Jean Moulin et qui témoignaient tout le temps de l'affection qu'il avait eue pour lui, du fait qu'il était charmant, qu'il était drôle, que sa conversation était intéressante. Et j'ai voulu essayer de retrouver le mieux possible l'homme derrière le destin et derrière le héros. Très bien. Alors, votre biographie, elle a aussi une structure qui m'a interpellé. Elle est chronologique, évidemment, mais elle est chronologique presque en discontinu. C'est-à-dire qu'en fait, les chapitres sont comme des focus sur des dates très précises, sur des moments très précis. Ce ne sont pas des photos arrêtées, je ne dirais pas ça, mais vraiment le point de départ du chapitre, c'est toujours le focus sur une date. Et puis à l'intérieur du chapitre, il va y avoir comme tout un effet de renvoi vers le passé, de retour en arrière, donc qui fait que finalement ce discontinu n'est que en apparence. Mais pourquoi cette structure de discontinu et de focus sur des dates comme ça? En fait, j'ai bien aimé l'idée de journées particulières dans la vie de Jean Moulin. J'en ai choisi 25. C'est ça, voilà. Qui vont de son enfance à sa mort et au-delà. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment retrouver l'homme. Et donc j'ai choisi 25 dates qui sont soit très importantes pour lui, soit très importante pour nous, soit très importante à la fois pour lui et pour nous. Je veux dire par là, il y a des dates qui sont structurantes dans sa vie et qui sont tout à fait intimes, comme son mariage par exemple. Il y a des moments où il est mêlé à des événements historiques de premier plan, comme les émeutes du 6 février 1934. Et puis il y a des moments où il rencontre l'histoire et où il l'a fait. Je ne sais pas, comme la première réunion du Conseil de la Résistance en 1943. Et donc j'aimais bien cette idée que parfois c'est quelque chose de personnel et parfois c'est quelque chose de national, si je puis m'exprimer ainsi. Alors écoutez, je peux tout de suite vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement réussi dans votre livre parce que avant d'entendre votre réponse, c'était cette chose-là qui m'est apparue à la lecture. C'est-à-dire que, et c'est là-dessus que maintenant je vais vous interroger, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, alors que Jean Moulin est un nom qui reste très connu, il reste très connu parce que à la fois, d'abord je pense qu'il y a un nombre de collèges et de lycées extraordinaires qui portent son nom, je ne parle pas d'artères dans des villes, rues, avenues et tout ce qu'on veut, que les images de Malraux évoquant le nom de Jean Moulin au moment de son entrée, l'entrée de ses cendres au Panthéon, fait partie de quelque chose d'un peu mythique. Et sans parler de la photo de 1940, d'octobre 1940. Et finalement, on a encore quand même aujourd'hui, avec ce nom extrêmement connu, l'idée d'un Jean Moulin mystérieux. Moi, j'ai toujours entendu, chaque fois que j'entends quelqu'un parler de Jean Moulin, c'est toujours que je lis, il y a un mystère, c'est un mythe, il y a toujours cette chose-là. Et effectivement, dans votre biographie, vous donnez corps à l'homme. Voilà, ces espèces de focus et surtout le fait que vous vous attachez aussi bien au personnage historique qu'à l'homme donne un corps. Mais comment vous expliquez en dépit de toutes les biographies dont vous parliez, la vôtre comprise maintenant, il demeure toujours cette impression d'un Jean Moulin mystérieux et mythique. Pourquoi? Alors, c'est quelque chose qui m'a frappée moi-même et en fait que j'ai fini par comprendre en faisant une analogie avec Jeanne d'Arc. En fait, la figure du héros finit par supplanter celle de l'homme tel qu'il a été et à chaque époque, chaque génération, se l'approprie d'une manière différente, se pose des questions différentes. Il y a eu beaucoup d'affaires autour du nom de Jean Moulin postérieurement à sa mort.
Et pour moi, au fond, ça traduit moins le mystère de sa vie que la plasticité de la figure du héros. Donc, pour être plus clair, au moment de la guerre froide, on se demandait s'il avait été communiste. Dans les années 90, on se demandait s'il avait été un espion soviétique, voire américain. Maintenant, il y a beaucoup de questions autour de sa sexualité, de son éventuelle homosexualité. Je pense que dans l'avenir, il y aura probablement des questions à son rapport au genre, parce qu'il était assez misogyne, à son éventuelle xénophobie, qui est celle de son époque et de sa génération. Et il y aura probablement d'autres questions dans les décennies ou les siècles à venir que nous ne pouvons pas deviner. Et je pense que c'est normal. Et voyez l'analogie avec Jeanne d'Arc, c'est qu'au fond, au fil des années, on voit arriver des questions. Jeanne d'Arc a-t-elle existé? Était-elle un homme? Appartenait-elle à la famille royale? Enfin, peu importe, voilà. Mais par exemple, vous confirmez en tant qu'historienne que cette impression de mystère autour de Jean Moulin, en tous les cas, elle ne vient absolument pas d'un défaut de documents, d'un défaut de témoignages. Il n'y a pas une insuffisance de matière historique. Non, il n'y a pas du tout une insuffisance de sources, d'autant que la famille de Jean Moulin a fait un grand effort dès l'origine pour préserver ses archives privées. Comme il a été un fonctionnaire et un fonctionnaire d'autorité, il y a quand même beaucoup d'archives publiques que lui a produites ou qui ont été produites autour de lui. Bon, le mystère tient aussi au mystère de sa mort, bien puisque sûr. Très prosaïquement, voilà, on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment il est mort. Et sans doute nous y reviendrons, mais ces cendres ici sont-elles ou non les vraies cendres de Jean Moulin. Alors écoutez, puisque vous nous avez dit que votre premier projet biographique avec Jean Moulin, c'était un petit peu de donner corps à l'homme, au mythe dont on vient de parler, effectivement, dans votre livre, on voit très précisément aborder ce que j'appellerais un Jean Moulin sensible. Il est sensible par tout un tas de traits qu'on va maintenant un petit peu passer en revue. Le premier trait sensible, c'est son rapport au père. Je voudrais vous entendre à ce sujet, juste en faisant remarquer qu'il a une sorte de rapport paradoxal à son père, parce qu'à la fois son père va être, on va dire, son mentor initial dans sa vie, surtout administrative, sociale, politique, bien sûr. Mais c'est un père qu'il va justement aimer, vous allez expliquer comment et par quelle manifestation. Mais c'est aussi quelqu'un à propos duquel il va tout de suite manifester une certaine indépendance en même temps, une espèce de rapport paradoxal. Le rapport de Jean Moulin à son père. Le rapport de Jean Moulin à son père, il est comme le rapport de beaucoup d'entre nous à nos parents. Il est fait effectivement d'une grande affection, même d'amour, et puis de la volonté d'avoir sa propre vie, de s'éloigner physiquement, de faire ses choix, mais toujours en respectant au fond la ligne d'origine, les valeurs que lui a transmis son père. Donc l'amour d'une certaine république, l'envie de servir l'État. Bon, et une orientation politique. Absolument, radical socialiste, voilà. Tout à fait. Et puis une grande affection. Jean Moulin, c'est un accident, hein, il est parvenu après ses frères et sœurs, et quand il est très jeune, son frère aîné meurt. Joseph. Voilà, laissant ses parents et en particulier son père dans un grand désarroi. Et c'est vrai qu'il hérite un peu de tous les espoirs placés en son frère, en plus des siens. Alors un des témoignages moi, que j'ai trouvé les plus intéressants de la sensibilité de Jean Moulin par rapport à son père, c'est quelque chose qui se passe à la fin de la vie du père. Je crois que le père meurt en 1938, si je ne me trompe. Oui. Et en fait, Jean Moulin, tout en étant très occupé, on va voir par quoi, mais enfin disons principalement par sa carrière administrative, va aider son père à rédiger ce qui est un peu l'œuvre de sa vie, quelque part, une sorte de biographie sur la femme de Fouché, mademoiselle Madame de Castellane, et on va dire que par là,
tout son sentiment pour son père est passé. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette collaboration autour de cette biographie? En quoi elle illustre l'immense amour entre eux? C'est amusant parce que donc le père de Jean Moulin est professeur d'histoire. Et il a fait beaucoup de travaux d'érudition locale, hein, ce sont des gens de l'Hérault. Et il s'attache à la figure de la seconde femme de Fouché, Ernestine de Castellane. Il veut écrire sa biographie, mais il est déjà très âgé. Et en fait, son fils et sa fille se mettent à l'aider et Jean Moulin se charge de la partie de recherche dans les archives et les bibliothèques, puisqu'il est souvent à Paris pour sa carrière à cette époque, et il va se prendre au jeu, ce qu'il a commencé vraiment pour faire plaisir à son père, pour avoir l'occasion de faire quelque chose avec lui. Et la sœur, il faut quand même l'inclure, elle a beaucoup absolument. compté. Eh bien, il se prend au jeu, ça lui plaît, ça l'intéresse. Il va retrouver des portraits inédits d'Ernestine, elle est jolie en plus. Et après, il va se transformer en agent littéraire pour placer le manuscrit. Et au fond, c'est amusant, cette sorte de construction en abîme, de voir le futur tellement biographé Jean Moulin faire exercice de biographe lui aussi. Puis il y a peut-être une triple mise en abîme parce que peut-être vous-même vous projetez en tant qu'historienne faisant des biographies dans Jean Moulin et dans son père. C'est vrai que je reconnaissais les démarches en archives, les recherches infructueuses ou fructueuses. Et ce qui est amusant, c'est que ce sont les plus longues lettres et les plus détaillées que Jean Moulin est adressé à son père. Bon, alors qu'il était quand même sur le laconisme. Voilà, c'était un épistolier régulier, mais bref. C'est ça. Alors, toujours pour prolonger avec sa sensibilité, vous évoquiez dans les futures lectures que nous aurions de Jean Moulin tout un tas de questions qu'on se posera, par exemple sur sa sexualité. Et vous m'avez appris quelque chose, je ne savais pas que Jean Moulin avait été marié, très brièvement marié, et cet épisode du mariage est un épisode que j'ai trouvé aussi extrêmement mystérieux. D'abord Jean Moulin, et c'est là qu'on voit son indépendance, n'écoute pas tellement ses parents quand ils essayent de guider son choix pour trouver une femme. En général, les candidates qu'on lui propose ne l'intéressent pas. De lui-même, il va trouver une autre personne, une autre femme, Jeanne je crois, et cette femme, elle sort un peu de nulle part, surtout pour la famille Moulin, c'est-à-dire qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ils n'ont pas vu la relation se construire, et tout d'un coup, Jean Moulin dit qu'il va l'épouser. Et puis, disons-le rapidement, ce mariage va tourner au fiasco, mais surtout, il y a un épisode qui a retenu mon attention, c'est que le jour du mariage, il se met à plus que sangloter et enfin avoir une espèce de crise de larmes tout à fait particulière, on peut comprendre une émotion, qui va interpeller tout le monde autour de lui. Qu'est-ce que c'est ce mystère autour de ce mariage? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et il divorce en fait au bout d'à peine un an, quelque chose comme ça. Oui, moins d'un an. C'est un mariage calamiteux et cette crise de larmes qui le saisit au moment de porter les toasts à la fin du déjeuner va être interprétée par tous ses proches comme une sorte de prémonition de la catastrophe suivante. Bon, la catastrophe, en plus, je suis un peu méchante parce que c'est juste un fiasco, mais ce n'est pas un drame. Non. Enfin, je veux dire, il ne s'est rien passé de tragique ou de violent. Il avait eu quelques années auparavant un coup de cœur pour une jeune fille. Les fiançailles n'avaient pas pu aboutir pour des raisons financières. Il s'en était trouvé très mortifié. Et voilà qu'avec cette seconde jeune femme, Marguerite, les choses s'engagent un peu de la même façon. Elle est plus fortunée que lui, sa mère à elle est très réticente. Personnage un peu exubérant, la mère. Exactement, il faut faire le forcing pour que le mariage aboutisse. Les parents de Jean Moulin se demandent d'où sort cette fiancée. Effectivement, Jean Moulin est encore très jeune, mais elle est vraiment très jeune. Hein, c'est à peine plus qu'une adolescente. Et à l'usage, ce qu'elle voudrait, c'est devenir cantatrice et vivre à Paris et pas être sous-préfète dans une obscure ville de province. Voilà, dans les Alpes. Et très vite, au fond, elle prend son indépendance. Et un jour, alors qu'ils sont en vacances à Paris, elle prétend... Un épisode très étonnant. Voilà, devoir rester parce que sa couturière est en retard.
et qu'elle le rejoindra plus tard. Et en fait, elle ne le rejoindra jamais. Elle disparaît. Ils ne se reverront plus, même lors du jugement de divorce. Ouais, elle n'est pas représentée, il n'y aura pas d'échange de courrier. Enfin, c'est vraiment, vous avez dit le mot, elle disparaît. Elle disparaît, elle rompt. Je pense qu'elle a eu envie de... Elle avait 20 ans, elle a eu envie de faire sa vie autrement et elle n'a pas su comment le gérer. C'est évidemment pour lui... plus qu'un chagrin, c'est une humiliation. Une fois de plus, oui, dans le domaine sentimental. Et donc, ça explique que par la suite, il multiplie les aventures. Il a des liaisons de préférence avec des femmes qui ne sont pas vraiment disponibles. Voilà, il ne désire plus s'engager en réalité. Alors je me suis posé une question parce que dans votre biographie, donc vous faites allusion à un livre, pareil, que je ne connaissais pas du tout. En fait, cette femme n'a pas donné de ses nouvelles, mais elle a fini par écrire un livre quand même, qui s'appelait, je crois, J'étais la femme de Jean Moulin. Oui, oui, bon. Oui. Et est-ce qu'elle donne dans ce livre une explication sur ce qui l'a conduit à partir dans ces conditions? Elle donne assez peu d'explications. En fait, le livre n'a pas été écrit par elle, il a été écrit très tardivement par un journaliste qui l'a interviewé. Il y a très peu de documents dans le livre, ils sont partiellement abîmés, donc c'est assez difficile. Je pense que voilà, c'était une jeune fille qui a fait un mauvais choix. Enfin bon, c'était pas le mariage qu'elle aurait dû faire et qui ne savait pas après comment s'en dégager poliment. Enfin voilà, d'où cette manière calamiteuse de finir ce mariage. Alors, la dernière manifestation de sensibilité de Jean Moulin que j'aimerais aborder avec vous, c'est son rapport à l'art. Parce qu'en fait, dès qu'il est adolescent, Jean Moulin manifeste un goût et un début de talent. D'ailleurs, vous rendez très précisément compte de ses progrès dans ce domaine pour le dessin. Un dessin qu'on peut tout de suite qualifier d'humoristique, qui peut évoluer vers le satirique, le dessin politique, et puis plus tard dans sa vie, qui évoluera, surtout dans les années 30, disons, vers le dessin artistique. Qu'est-ce que ça nous révèle de Jean Moulin, et aussi qu'est-ce qu'on peut dire de ses dessins, de son évolution artistique? Alors, on pourrait dire j'aurais voulu être un artiste. Ah, voilà. D'accord. Hein, c'est vrai que dès l'enfance, il a manifesté non seulement un talent, mais un goût. Pour le dessin, c'est son loisir préféré. Et il a espéré à un moment, à l'adolescence, en faire son métier. Et ses parents ont dit « passe ton bac d'abord » et entre dans l'administration préfectorale parce que l'art n'a jamais nourri son homme. Et donc, eh bien, par raison, par affection, il se rend aux explications de son père. Effectivement, bon, la Première Guerre mondiale, en plus, arrive sur ses entrefaites. Comme tous les mobilisés, il ne sait pas s'il survivra, donc voilà. Il s'engage dans sa carrière préfectorale et puis il y prend goût. Et le dessin ne devient plus alors pour lui qu'un violon d'Ingres. Et il publie régulièrement dans des journaux et pas des moindres. Voilà, vous avez dit des journaux à gros tirage, vous indiquez les tirages. Oui, voilà. Oui, sous le pseudonyme de Romanin. Des dessins humoristiques qui souvent, par exemple, se moquent du monde de l'art, de Montparnasse, donc c'est la grande époque dans les années 20, qui s'avance un petit peu sur le terrain de la politique. C'est un dessinateur, on reconnaît très bien son trait, c'est un trait à la fois clair et rond, souvent mis en couleur. Et puis, dans les années 30, alors qu'il est en poste dans le Finistère, il fait la connaissance d'un groupe d'artistes, donc par exemple Max Jacob, qui vont l'orienter vers le dessin plus sérieux et plus personnel. Et il arrête le dessin de presse à ce moment-là pour se consacrer à des eaux fortes, étonnamment noires et pessimistes. Mais qui reflètent... Tout à fait. Et bon, après, quand viendra le temps de la clandestinité, il ne dessinera plus, mais là restera sa couverture. Ses fausses identités lui donneront souvent, voilà, peintre, décorateur. Sa planque à Paris est aménagée en atelier d'artiste.
et sa couverture officielle de préfet retraité est propriétaire d'une galerie d'art à Nice, dans laquelle il expose des maîtres contemporains, comme il dit lui-même, Utrillo, qu'il y a encore Picasso, enfin des Matisse, voilà, des artistes modernes un peu en rupture de banc avec l'époque de Vichy et du nazisme. Bon, par les 3 points que nous venons d'aborder, le rapport au père, l'expression de la sensibilité, le mariage et puis la carrière de dessinateur, on vient de tracer le portrait d'un Jean Moulin sensible, mais évidemment Jean Moulin, pour un dictionnaire, pour une encyclopédie, et avant d'être un résistant, c'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire. Et je vais quand même poser une question qui va faire la jonction entre nos 2 parties. Là, on vient de parler de Jean Moulin, dessinateur, et moi, une des choses qui m'a aussi étonné dans le livre, en apprenant ça, c'est quand il fait du dessin de presse, quand il fait du dessin humoristique, du dessin satirique, et parfois du dessin politique, il est déjà sous-préfet parfois. Comment est-ce qu'il a pu combiner? Alors, est-ce que les 2 identités étaient tellement séparées que personne n'a fait le rapprochement? Mais surtout, comment il a pu combiner? Aujourd'hui, un préfet qui s'amuserait à dessiner, je sais pas, dans le Canard enchaîné, puisque c'est des journaux de cet ordre, dans lequel je pense qu'il serait rappelé à l'ordre. Enfin voilà, comment Jean Moulin a-t-il pu faire à la fois les dessins qu'on vient de décrire et mener cette carrière de sous-préfet? Alors, il avait un pseudonyme de dessinateur qui couvrait son identité préfectorale, et la plupart de ses dessins ne sont pas des dessins politiques. Et dans ces dessins politiques, on va dire qu'il s'abstient d'attaques violentes ou venimeuses, en particulier contre ses autorités de tutelle, pas seulement par opportunisme, mais parce qu'il est souvent en accord avec les gouvernements sous les ordres desquels il sert. Donc voilà, je pense que dans ses postes, dans les différentes villes où il a été affecté, il ne faisait pas la publicité forcément de ses dessins, mais c'était assez cloisonné. Et ça contribue à donner l'impression qu'il était un homme secret, dont mystère, etc. Alors que je pense que tout le monde comprend que c'est une précaution assez élémentaire. D'accord. Alors justement, puisqu'on parlait de sa carrière de préfet, elle est illustrative d'autres aspects de son caractère. Bon, d'abord, sa venue à la carrière préfectorale, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce serait possible dans ces conditions. Les ENA n'existaient pas dans ce temps-là. Souvent, on arrivait dans ces carrières par le droit, disons, mais il n'a pas non plus fait énormément d'études. Et il est surtout rentré dans la carrière préfectorale, disons-le, par un petit peu du piston, parce que son père était engagé en politique, il connaissait un certain nombre de responsables. Et ça, c'est une chose, non pas que vous montrez d'une manière déplaisante, mais vous insistez bien sur le fait que Jean Moulin a été toute sa vie un homme de réseau, un homme dont les convictions politiques ont aidé le parcours, un carriériste, un ambitieux, par contre pas un opportuniste. La carrière préfectorale de Jean Moulin en tenant compte des paramètres psychologiques que je viens de décrire. Alors, pour dire vrai, tous les hauts fonctionnaires à cette époque font des carrières sur le même modèle. Il n'y a pas les parcours fléchés qui existent maintenant, donc c'est un mélange de capacités scolaires, de recommandations et d'appui politique, et puis de compétences une fois sur le terrain. Il est effectivement introduit comme petit attaché au cabinet du préfet de l'Hérault par son père. Il n'a que 19 ans, et après il va avoir à cœur de faire progresser sa carrière, alors par lui-même, par ses compétences et ses propres réseaux, ainsi qu'en utilisant ceux de son père. Toute chose facilitée par le fait qu'ils sont des radicaux socialistes, le principal parti politique, le parti pivot vraiment de la République des années 20 et 30. Qui se trouve à peu près dans chaque composition de gouvernement. Exactement, et dont le titulaire du ministère de l'Intérieur est souvent issu ou du moins proche. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui réussit bien dans son travail, et c'est pour ça qu'il sera tour à tour le plus jeune
sous-préfet et le plus jeune préfet de France. Oui, il y a des notes de service quand même, des notes administratives, pardon, qui, ce n'est pas un pistonné indigne, parce que quand même tout le monde relève unanimement d'abord sa présentation, le fait qu'il présente extrêmement bien, que c'est quelqu'un qui est très sérieux dans son abord et qui est extrêmement impliqué, appliqué à sa tâche et compétent en plus. Donc il a quand même les qualités. Il a toujours à cœur de faire honneur à ses fonctions. Il est un préfet de la République ou un sous-préfet de la République et il veut être digne de ça. Après, bien entendu, il y a aussi le fait qu'il a noué dans les années 20 une très grande amitié avec Pierre Cot. Qui sera son mentor politique numéro 2. Voilà, qui sera vraiment son appui, qui va l'amener dans les cabinets ministériels, parce que c'est lui-même un jeune radical socialiste qui a vraiment le vent en poupe, une des figures les plus remarquées de ces années-là. Donc voilà, il est en plus monté dans le bon train, mais sur le fond d'une amitié sincère, même dans les très mauvais moments. Alors on va faire un peu un bond dans le temps, on va se transporter dans les années 30. Jean Moulin va assez longtemps occuper le poste de chef de cabinet de Pierre Cot, qui est souvent reconduit comme ministre. Les gouvernements se désagrègent, mais Pierre Cot a la chance quand même assez souvent d'être reconduit, et toujours plus ou moins au même ministère. D'abord un peu au ministère des Affaires étrangères, mais surtout au ministère de l'Air. Et cette position, elle va lui donner une vision de ce qui va se passer extraordinaire, parce que déjà il va être assez directement et polémiquement confronté à l'histoire de la guerre d'Espagne, parce que les idées qu'on a évoquées, les idées politiques de Pierre Cot, radical socialiste, celles de Jean Moulin, vont faire qu'ils ont quand même une sensibilité par rapport aux républicains espagnols. Et que, étant au ministère de l'Air, ils vont vouloir aider très directement quand même le camp des républicains contre le camp franquiste, en faisant des choses qu'on peut qualifier d'un peu borderline. Là, ça ferait des scandales d'État aujourd'hui, à savoir qu'ils envoient des avions, tout ce qu'ils peuvent faire, des munitions à ces républicains, mais que ça doit être un peu dissimulé parce qu'ils ne sont pas censés intervenir dans la politique intérieure d'un pays. Et puis dans le même temps aussi parce qu'en France, on a besoin de développer l'armée de l'air, et que ce qu'ils envoient aux républicains, ça se fait parfois au détriment de l'armement français. Mais surtout, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment cette position au ministère de l'Air va lui donner, dès 1936, une vision absolument exacte et complète de ce qui va se passer en 1940, la débâcle de la France, la victoire de l'Allemagne. Comment cette position le renseigne? Alors en fait, à cette époque, Pierre Cot appartient au gouvernement de Front Populaire. Donc Jean Moulin, il est vraiment impliqué à fond dans le Front Populaire en tant qu'obstacle au fascisme. Ce qui explique pourquoi il y a une identification avec la cause des républicains espagnols de sa part. Cette guerre lui révèle l'ingérence de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste en Espagne, lui apprend que, au fond, les républicains espagnols, comme plus tard les résistants français, ne peuvent rien faire sans aide extérieure, est en principe interdite par les accords internationaux de non-intervention. D'où son apprentissage de l'action clandestine pour envoyer des hommes et du matériel. Oui, ça a une valeur initiatique, cette Exactement, c'est une première expérience pratique aussi, avec, vous avez évoqué les scandales, mais avec par moments des révélations dans la presse, des mensonges, la nécessité de se couvrir, et aussi donc une première confrontation très brutale entre des camps antagonistes en France. Oui, c'est une répétition des grands réflexes qu'il faudra avoir peut-être en décuplé au moment de l'occupation. Et d'ailleurs, Jean Moulin sera attaqué dans des petits journaux ou par des groupes fascistes, fascistoïdes français. L'Action française, par exemple. Mais aussi des groupes, je ne vais pas vous les citer parce que les noms vous ne diraient rien, mais qui se retrouveront à l'été 40
dans les prémices de la collaboration. Il n'y a pas, voilà, là il n'y a pas de surprise au fond sur le parcours des uns et des autres. Alors là encore, on fait un bond dans le temps, il faut quand même évoquer évidemment Jean Moulin résistant, et on va dire que dès 1940, il n'y a pas de doute pour Jean Moulin. Il n'y a pas de doute, je mettrai ça au pluriel. Les doutes qu'il n'a pas, c'est parce que souvent quand on présente cette période, évidemment pour certains acteurs qui ont été un petit peu tangents, troublés, on dit « Ah mais ce n'était pas facile d'y voir clair ». Bon lui il voit quand même clair très vite, parce que là où il n'a pas de doute c'est il faut résister, il n'est pas question de se coucher devant l'occupation allemande et il va en faire les frais immédiatement dès qu'il va commencer à croiser les Allemands, le premier jour où il croise les Allemands. Oui. Deuxièmement, le maréchal Pétain n'offre absolument aucune solution pour lui, ce n'est absolument pas la voie dans laquelle il fait Jean Moulin au tout début de l'occupation. En fait, les particularités de Jean Moulin, il est préfet de Chartres à ce moment-là, c'est que il pense déjà que la guerre, elle a lieu non pas contre l'Allemagne éternelle, mais contre l'Allemagne nazie. C'est-à-dire qu'il sait bien que c'est un régime autoritaire, violent, raciste. D'autre part, il est un républicain, mais dans la moelle. C'est-à-dire il ne peut pas, voilà, c'est génétique. Il ne peut pas être autre chose. Donc le discours de repentance, la République qui aurait failli, les réformes qu'il y a participé, lui, en voilà, général, qu'il faudrait faire, pour lui, c'est inaudible et c'est inacceptable. Voilà. Donc, il n'y a pas de compromission possible. Comme vous l'avez dit et comme c'est très connu, les Allemands arrivent à Chartres le 17 juin 1940 et dès le soir de ce jour-là, voilà, le premier contact et le deuxième, il commence à le tabasser, voilà, à le passer à tabac pour lui faire signer un Parce qu'on veut lui faire quelque chose de vraiment pas bien. Oui. En fait, on veut lui faire contresigner la compromission, l'implication des tirailleurs sénégalais dans un tas d'exactions, depuis le pillage, le viol, etc. Et le meurtre de populations civiles françaises. Ce qui est faux, bien sûr. Ce qui est faux. Et il refuse de signer ce document. Et il refuse de signer et craignant de céder après, je dirais, une demi-journée de torture et d'exactions diverses, il essaie de se suicider. En se tranchant la gorge. Voilà. C'est un épisode assez impressionnant dans le livre. Alors maintenant, puisqu'on a vu que ni Vichy ni les Allemands n'offraient une option à Jean Moulin, mais finalement il va se tourner vers le général de Gaulle et aller à Londres le rencontrer, et c'est comme ça que va commencer son implication dans la résistance. Mais sur le papier, la rencontre de Moulin et de Gaulle, vu ce qu'on a dit de Moulin et ce qu'on sait de Gaulle, elle n'est pas non plus évidente. Comment se fait le lien entre ces deux hommes d'exception ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean Moulin pense que ce qui ne s'appelle pas encore la résistance française, mais ceux qui veulent faire quelque chose contre l'occupation et contre Vichy en France ont besoin d'extérieur. Ils s'organisent difficilement pour pouvoir gagner par ses propres moyens l'Angleterre, pour y chercher de l'aide, sans avoir tranché avant s'il demandera cette aide aux Britanniques qui continuent la guerre, ou au général de Gaulle sur lequel il veut se faire sa propre opinion. Il arrive à Londres en octobre 1941 avec un long rapport dans lequel il expose ce qu'il pense être les besoins des résistants français. Les Britanniques seraient très intéressés de le recruter, mais il demande à rencontrer d'abord le général de Gaulle. Ils s'entretiennent longuement et dès ce jour, ils tombent d'accord sur le fait qu'ils peuvent travailler ensemble et dans quel sens ils vont travailler. Au-delà de tous les clivages politiques, exactement, qui sont évoqués d'ailleurs lors de ce premier entretien. Et ils se mettent d'accord sur le service de l'État et la nécessité de libérer la France. Et puis, on verra ensuite. Mais le reste est très secondaire. Voilà. En tout cas, il y a une confiance qui s'est établie à ce moment-là et qui va sous-tendre toute leur coopération pendant les presque 2 années suivantes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toute l'action de Jean Moulin pendant la Résistance, mais évidemment, on va focaliser maintenant sur un
l'épisode de la vie de Jean Moulin qui fait encore aujourd'hui couler le plus d'encre, qui est, alors je pourrais dire, c'est la passion de Jean Moulin, presque au sens de la passion du Christ, c'est-à-dire qui commencerait depuis cette arrestation de Caluire jusqu'à sa mort, parce que pour le coup, là, il y a quand même pas mal de mystères sur le chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé à Caluire, par exemple? En fait, Caluire est un fâcheux concours de circonstances. On rappelle que c'est le village où il y a la maison. Voilà, c'est la ville près de Lyon où il y a la maison où se tient le rendez-vous entre des membres assez éminents de l'armée secrète et Jean Moulin pour une question dramatique de réorganisation après des arrestations. En fait, certains protagonistes sont en retard, tout le monde n'est pas dans la même pièce. Et puis, surtout, bon, René Hardy, amené là sans être prévu par un des participants, a eu lui-même dans les jours précédents de terribles déboires avec la Gestapo. Et il est passé à table. Oui, et aussi à sa décharge, je dirais que probablement il croit pouvoir duper la Gestapo, être plus malin qu'eux et s'en tirer avec pas trop de dommages collatéraux, puis sinon tant pis pour les dommages collatéraux, mais ça ne marche pas du tout comme prévu. Jean Moulin a une couverture, c'est la maison d'un médecin, donc il a de faux papiers. Une sorte d'ordonnance. Voilà, il prétend être venu consulter. D'ailleurs, sa couverture tient un peu jusqu'au moment où l'un des participants, sous la torture, révèle non seulement son identité, mais qui il est. Dans la résistance. Voilà, c'est-à-dire le représentant du général de Gaulle en France et en fait le patron des services centraux de la résistance en France. Et à ce moment-là, bon, il est torturé à son tour. Est-il mis à mal de façon irrémédiable par la torture? Essaie-t-il de se suicider comme il l'a fait en juin 1940? Il est transféré à Paris dans un état effroyable et après, bon, s'ouvre le champ des hypothèses. Apparemment, il est transféré vers l'Allemagne et il serait mort à la gare de Metz, Metz étant alors l'Alsace-Moselle occupée, annexée par l'Allemagne nazie. Il serait mort au début du mois de juillet 1943 et son corps aurait été ramené à Paris pour être incinéré. J'utilise le conditionnel parce que les documents qui établissent ces faits sont déjà très postérieurs et datent de 1944 et ils sont établis par l'administration SS qui donc sujet à caution. Voilà, ne se caractérise pas par son attachement à la véracité des faits. C'est ça. Voilà. Donc du coup, les cendres de Jean Moulin au Panthéon sont aussi sujets à caution. Aussi, et d'ailleurs, les proches et les amis de Moulin, lors de la capitulation allemande de mai 1945, vont attendre désespérément son retour, pensant que, si ça se trouve, toute cette mort n'était qu'une mise en scène et qu'il a été détenu tout ce temps en Allemagne. Donc là, il y a quand même beaucoup de mystères encore et peut-être beaucoup de travail pour les historiens. Oui, effectivement, mais là, il faudra que de nouvelles pièces d'archives paraissent pour permettre de trancher. Alors, de cette époque-là, il y a aussi un personnage dont on doit parler, parce que finalement, c'est le personnage qui fait le lien entre Jean Moulin et vous. Ce personnage, c'est Daniel Cordier, qui a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le secrétaire de Jean Moulin dans les années 40. Et Daniel Cordier, on peut dire que c'est aussi un petit peu votre mentor dans votre carrière d'historienne. D'ailleurs, vous lui rendez une sorte d'hommage dans l'introduction de votre livre. Qu'est-ce qu'on peut dire de Daniel Cordier par rapport à Jean Moulin et aussi par rapport à votre carrière d'historienne? Alors, Daniel Cordier, lapsus révélateur, c'est un jeune homme de 20 ans en 1940 qui, lors de l'annonce de la demande d'armistice,
décide de gagner l'Angleterre et qui arrive pour être l'un des premiers à s'engager dans les forces françaises libres du général de Gaulle. Il rêve d'aller se battre, mais on le sélectionne pour faire un agent radio et on le parachute en France. Et à ce moment-là, Jean Moulin, qui est le patron de tous les agents de la France libre envoyés en France, bien se l'approprie pour en faire son propre radio et son secrétaire, et donc fonction qu'il va occuper jusqu'à la mort de Jean Moulin en juin 1943. Après la guerre, Daniel Cordier est devenu galeriste et marchand d'art. Et puis, à la fin des années 1970, pour répondre à un certain nombre des polémiques et des attaques autour de l'action de Jean Moulin, il décide de se transformer en biographe de son ancien patron et il se prend littéralement de passion pour les archives. C'est une révélation pour lui. Il ne faut pas mettre le nez dans les archives, on a un virus. Et donc, c'est un travail de longue haleine qu'il entreprend à ce moment-là. Et j'arrive très tard dans cette aventure. J'arrive en 1989, quelques mois avant la parution des 2 premiers tomes de cette biographie, pour mettre un coup de propre dans les notes en bas de page. Et en fait, je suis restée 10 ans à travailler avec Daniel Cordier. Et il m'a appris beaucoup de choses sur le fond et aussi sur la forme. Et donc, je travaillais avec lui en parallèle du fait que je faisais ma thèse de mon côté. Mais c'est vrai que c'est une expérience fondatrice de ma vie professionnelle, mais c'est aussi, ça a été une expérience personnelle formidable, super agaçante et très heureuse. Pleine de contrastes. Exactement, parce qu'il est un homme très excentrique en même temps qu'il est très intelligent. Donc ça a été 10 années passionnantes. Alors écoutez, on ne pourrait pas conclure une émission sur Jean Moulin au Panthéon sans faire référence à cette séquence elle-même mythique qui est le discours d'entrée des cendres de Jean Moulin par André Malraux sous le regard du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette cérémonie? Qu'est-ce que la République a voulu illustrer? Qu'est-ce qu'elle dit de l'histoire aussi finalement? Pourquoi c'est une séquence mythique? C'est une séquence mythique parce que on ressuscite pratiquement le Panthéon et l'entrée au Panthéon pour Jean Moulin en 1964. On lui invente un décorum, une cérémonie, et puis il est servi effectivement par le discours, la voix de Malraux. Le talent oratoire. Écoutez, c'est extraordinaire parce qu'on a beau vouloir garder la tête froide, on l'écoute, on est saisi, on le lit, on est ému. On ne peut pas être mieux servi pour son hommage funéraire que par un grand écrivain. Et il y a quelque chose d'assez logique, au fond, au fait que Malraux ait rejoint Moulin dans sa crypte, parce qu'il a beaucoup servi au fond Jean Moulin pour créer sa légende aussi. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de promouvoir l'idée de la France résistante, de la France gaullienne. Mais au fond, ça va au-delà. Et c'est pour ça qu'en 1981, quand François Mitterrand vient à son tour. Au moment de son investiture, voilà, là aussi des images mythiques. Au Panthéon, eh bien, il choisit assez naturellement de rendre lui aussi hommage à Jean Moulin. Et en fait, j'invite vraiment les gens qui sont en région parisienne à venir faire la visite eux-mêmes. C'est mieux que tout ce que je pourrais en dire. Il y a quelque chose, je crois, qui les touchera qui passe aussi. Oui. Ici.
Écoutez, Bénédicte Vergès-Chaignon, je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean Moulin l'affranchi, qui est dans la collection des grandes biographies de Flammarion. Et puis c'est pour moi l'occasion de vous remercier de votre venue sur le plateau de l'Essonne en auteur. Il y a nécessairement quelque chose d'émouvant, de particulièrement émouvant à évoquer la mémoire de Jean Moulin au Panthéon. Nous sommes sous le regard de l'histoire et vous nous aidez à la comprendre et à la ressentir. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier le Centre des Monuments Historiques et David Madec, l'administrateur du Panthéon, de nous avoir permis de tourner dans cet endroit exceptionnel. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.